Pour notre deuxième école de sagesse et art de vivre, nous découvrons Épicure. On change du bonheur par le contrôle de soi des stoïciens et on entre dans une conception du bonheur axée sur la recherche du plaisir. Toutefois, est-ce qu'on se met à frétiller d'énervement à la pensée de chercher, de passer une vie à la recherche de plaisir? Eh bien, pour Épicure, ce ne sont pas tous les plaisirs qui sont à consommer, à rechercher, ce sont bien les plaisirs naturels. Nous verrons ce que ça signifie. Il faudra donc éviter les plaisirs non naturels. Épicure a vécu 72 ans, est né en l'an 342 avant zéro. L'histoire veut qu'il ait commencé à philosopher très tôt, 14 ans, même 12 ans, disent certains textes. En fait, l'anecdote veut que Épicure s'est intéressé à la philosophie parce que, à l'école, ses professeurs d'école ne parvenaient pas à lui expliquer convenablement ce qui l'intéressait, ce qu'il voulait savoir, c'est-à-dire qu'est-ce que signifiait cette idée de chaos dans la Théogonie d'Hésiode, donc le poète Hésiode qui raconte l'origine du monde. Eh bien, à la base, il y avait le chaos. Ses professeurs d'école n'arrivaient pas à lui expliquer à sa convenance. Et donc, avec son père, notamment, qui était professeur de grammaire, sa mère aussi, semble-t-il, qui était magicienne, eh bien, Épicure s'est attaqué lui-même aux textes philosophiques pour essayer d'y comprendre quelque chose. Il a passé toute son enfance sur l'île de Samos et est arrivé à Athènes pour faire son service militaire. Rendu là, il ne quitte pas Athènes et fonde sa propre école dans un jardin. C'est donc la philosophie du jardin qui sera fondée là. Et dans cette école, tout le monde est bienvenu, les femmes, les esclaves, les pauvres, tout le monde. Même s'il est dit qu'il a écrit beaucoup, malheureusement, peu de textes nous sont parvenus. Épicure développe une conception du monde atomiste et matérialiste, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a rien d'autre que la matière. Il ne croit pas au dualisme de l'âme, de l'esprit, de la séparation entre l'esprit et le corps, si bien que pour Épicure, à la mort, nos atomes, il y avait déjà la conception atomiste, une certaine conception atomiste physique à l'époque. Eh bien, pour Épicure, notre corps se tient, nos atomes de notre corps qui produit la conscience se tiennent tant qu'on est vivant. À notre mort, les atomes se détachent les uns des autres, retournent dans la nature, et c'est pour ça que, pour Épicure, la mort n'est pas à craindre, car une fois que nous sommes morts, eh bien, nous ne sommes plus, nous n'existons plus. Sa plus grande contribution, c'est son éthique, son art de vivre, le fondement de l'épicurisme, et ça se trouve dans la lettre à Ménécée. Bien sûr, ce n'est pas le jardin d'Épicure, c'est une idée de jardin. Eh bien, c'est quand même intéressant que ce philosophe accueillait ses élèves, sortait dehors et marchait dans le jardin pendant qu'il donnait ses enseignements et qu'il discutait avec ses élèves. Alors, c'est assez agréable, c'est très sensuel comme pratique de la philosophie, la beauté des yeux, le vent sur la peau, les sons des oiseaux, le vent dans les arbres, alors toute la beauté des fleurs, alors tout ça, les odeurs, les parfums. Alors, ce jardin, c'était un plaisir pour les sens. C'est donc dans un jardin, dehors, l'école dehors, à l'extérieur, en nature, que pour Épicure, c'était le plus propice pour découvrir la vérité, atteindre la sagesse. C'est pas sans rappeler certains courants qui aujourd'hui souhaitent ramener de la nature à l'école, étant donné que pour beaucoup, les cours d'école, c'est de l'asphalte, avec des clôtures frost qui ressemblent presque à des barbelés rouillés souvent, et que ça donne l'air d'être dans une cour de prison. Alors pour Épicure, ça se posait pas, l'enseignement était dehors, en pleine nature. Alors Épicure fonde son école, le jardin, environ vers l'an 306, et dans l'optique de guérir les gens. Bien sûr, il ne se prétend pas médecin du corps directement pour traiter les maladies, comme par exemple a pu l'être Hippocrate. Toutefois, pour lui, un philosophe est aussi un médecin. Un philosophe est le médecin de l'âme, et par là, bien souvent, on guérit aussi bien des maux du corps. Tout comme le stoïcisme, contrairement au lycée, l'école d'Aristote, et à l'académie, l'école de Platon,
Le jardin d'Épicure est ouvert à tous, sans distinction de sexe. Il accueille les femmes, les esclaves, les pauvres, les enfants. Tout le monde y est bienvenu. L'épicurisme n'aura pas fait très long feu, quelques siècles à peine, si on pense quand même que quelques siècles, c'est court. Malheureusement, ou en fait, avec l'arrivée du christianisme, sa conception, axée sur les plaisirs sensuels et aussi le fait qu'il ne craignait pas les dieux, qui disait que les dieux ne s'occupaient pas des hommes et que les hommes avaient un peu la liberté de faire ce qu'ils voulaient sur Terre. Le fait qu'ils ne croyaient pas à l'âme, qu'ils croyaient une conception athée finalement de la vie, eh bien, l'épicurisme n'a pas fait long feu avec le christianisme naissant. Alors Épicure est clair. Pour lui, le but de la vie est le bonheur. Pour lui, l'humain aspire naturellement, spontanément au bonheur. Il en fait le but suprême de la vie. Et c'est ainsi que nous dirons que l'épicurisme est un eudémonisme. Eudémonisme signifie que le bonheur est le but de la vie. Pour Épicure, le philosophe est un médecin. Que traite-t-il? Il traite le malheur, qui est une maladie. Quel est le médicament? La philosophie. Épicure propose sa tétrapharmakos. La tétrapharmakos de pharmacopée, pharmacie, médicament, on reste dans le remède, propose 4 remèdes au malheur. Alors, c'est assez simple. Pour Épicure, si vous appliquez ceci dans votre vie, eh bien, vous serez heureux. Première étape, ne pas craindre les dieux. Il dit, les dieux ne s'occupent pas des affaires des hommes. Ils font leurs affaires dans leur monde. Les hommes font leurs choses, leurs affaires dans le monde des humains. On n'a pas à craindre quoi que ce soit d'intervention divine dans notre vie, de punition, de représailles ou de récompense. Donc, ne pas craindre les dieux, premier remède. Deuxième remède, ne pas craindre la mort. Pour Épicure, la mort n'est rien, puisque lorsque nous sommes morts, nous ne sommes plus. Et lorsque nous sommes vivants, pour avoir peur de la mort, nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Et il dit, le jour où on va être mort, on n'aura plus peur, on ne sentira plus rien. C'est comme si on retrouvait l'état, pour Épicure, d'avant notre naissance, d'avant notre conception. Donc, avant d'être nés, nous n'étions pas là, si on exclut la grossesse. Donc, avant d'être conçus, nous n'existions pas et nous n'en souffrions pas. Eh bien, pour Épicure, on retrouvera le même état, c'est-à-dire que nous n'existerons pas et ne serons pas là pour souffrir. Troisième remède, il dit, le bonheur est facile à obtenir. Il est très optimiste, Épicure. Il est très facile. On va approfondir cette dimension précise de son éthique, de l'éthique épicurienne. Le bonheur est accessible à tous, quel que soit son statut socio-économique, sa condition, dans la conception d'Épicure. Enfin, pour Épicure, il dit « La souffrance est facile à supporter, la vie est bien faite. Si la souffrance est intense et vive, elle est brève. Si elle est plus longue, c'est qu'elle est plus douce, elle est plus endurable, dirions-nous. C'est sûr que nous, avec nos Tylenol, nos Advil et autres anesthésiants, on n'est pas accoutumé à vivre avec une certaine douleur. C'est ainsi qu'on trouve ça particulier, qu'Épicure dise finalement un mal de tête ou des douleurs chroniques, ça s'endure très bien, c'est facile à endurer. Eh bien oui. Avant la panoplie d'anesthésiants que nous avons aujourd'hui, eh bien les humains apprenaient à vivre. Épicure, qui d'ailleurs souffrait d'une maladie pendant plusieurs années de sa vie, eh bien Épicure savait de quoi il parlait. Il disait, ma douleur, écoutez, c'est endurable. Et les douleurs insupportables, eh bien, elles ne durent jamais longtemps. Pour Épicure, avec ses 4 remèdes au malheur, sa tétrapharmakos, tout être humain devrait pouvoir goûter au bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur pour Épicure? Alors pour Épicure, dans sa conception du bonheur, le bonheur apparaît lorsque nous atteignons le plaisir. On se dit « Wow, extraordinaire, j'ai du plaisir, on cherche du plaisir, une vie de plaisir. » Eh bien attention, qu'est-ce que le plaisir? Que veut dire Épicure par plaisir? Comment reconnaître le plaisir? Le plaisir se décrit comment? Alors pour Épicure, le plaisir n'est rien d'autre que l'ataraxie. Si vous en souvenez bien, les stoïciens qui cherchaient la paix de l'âme cherchaient aussi l'ataraxie. Donc Épicure est influencé d'une certaine façon par
le stoïcisme, eh bien, lui aussi associe l'ataraxie au bonheur, c'est-à-dire que pour lui, dès que nous n'avons pas de douleur, c'est le plaisir. L'absence de douleur égale le bonheur, égale le plaisir, et tout ça est synonyme. Donc, autrement dit, en vivant une vie où nous n'avons pas de douleur, eh bien, nous sommes dans le plaisir. Qu'est-ce que le malheur? Ainsi donc, on va déduire que le malheur, eh bien, c'est quand la douleur est présente. Ça peut être une douleur physique, ça peut être une douleur de l'âme, une douleur psychologique, bien sûr. Épicure nous propose une thérapie de l'âme et du corps par quoi? Encore une fois, la sagesse, la connaissance, cette fois-ci de la juste distinction entre les types de plaisirs. Ainsi donc, Épicure distingue les plaisirs en 3 types. Les plaisirs naturels et nécessaires, les plaisirs naturels mais non nécessaires, les plaisirs non naturels et non nécessaires. Bien sûr, la juste connaissance de ces types de plaisirs ne suffit pas, encore faut-il se maîtriser, et parce que des fois on a beau savoir, ça, j'aime ce plaisir, mais je sais qu'il me détruit, il est destructeur pour moi, quel que soit ce plaisir, vous pouvez penser au plaisir, votre préféré plaisir qui vous détruit par la même occasion, eh bien, il ne suffit pas de le savoir, il faut aussi réussir à acquérir la maîtrise de soi. Et l'épicurisme va développer cette maîtrise de soi. Encore là, on fait des liens avec le stoïcisme, car le sage épicurien saura se contrôler dans la façon qu'il aura de chercher et de satisfaire ses désirs, de chercher ses plaisirs. Donnons quelques exemples des plaisirs naturels et nécessaires. Boire de l'eau, manger du pain, un fruit frais, dormir, faire de l'activité physique, avoir de l'amitié, avoir de l'affection, une sexualité qui est naturelle pour Épicure, la philosophie. Tout ça, c'est des exemples de plaisirs naturels et nécessaires, et en fait, ils sont nécessaires. Donc, pour Épicure, les plaisirs de l'intellect, l'amitié, l'affection, l'activité, le corps sain, l'activité physique, donc la santé, manger, dormir, être bien, avoir ni chaud ni froid. En fait, tout ça est nécessaire au plaisir, au bonheur, parce que si on n'a pas ça, on souffre. Alors, comment peut-on considérer les plaisirs naturels et nécessaires? Eh bien, ils sont à consommer sans restriction. Dans les plaisirs naturels et nécessaires, on se limite pas, car le plaisir va se limiter de lui-même, telle est la nature. Si nous avons très soif et que nous buvons de l'eau, eh bien, on va boire de l'eau, de l'eau, de l'eau. Premièrement, boire beaucoup d'eau, c'est juste bon pour la santé. Et éventuellement, on n'aura plus soif et on va s'arrêter très spontanément. On peut pas faire une overdose d'eau, là, à moins d'être dans une séance de torture, je sais pas où. Mais naturellement, à un moment donné, on arrête de boire, et là, on est très satisfait. Ce qui est pas le cas, par exemple, de l'alcool, où on peut boire, 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 et c'est étrange comment ça, on n'a pas de limite pour certaines personnes. Donc, on va boire, et certaines personnes vont dire « Ok, j'arrête, je suis plus capable », mais d'autres, plus ils sont sous, plus ils boivent et perdent leur sens de la limite. Donc, l'alcool, vous comprenez que c'est naturel pour Épicure, mais ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un qui n'a pas d'alcool ne souffrira pas. Et ça donne que les plaisirs naturels et nécessaires vont, on va dire la soif de ces plaisirs, le désir de ces plaisirs-là, il va s'estomper naturellement et on les satisfait assez aisément. Donc, à consommer sans modération quand on est dans les plaisirs naturels et nécessaires. Parce qu'ils sont essentiellement sans danger. Comment se fait-il que le bonheur est facile à obtenir? Est-ce que c'est pas l'éternel problème? Est-ce qu'on n'est pas dans un malheur, une course au bonheur? On poursuit le bonheur, mais est-ce que ça veut dire qu'on l'a? En fait, est-ce qu'on est si heureux? Donc, pour Épicure, dans sa philosophie, dans l'épicurisme, le bonheur s'atteint très facilement, car il apparaît aussitôt que nous avons comblé nos désirs, nos plaisirs naturels et nécessaires. Nous avions fait l'exercice avec l'eau. Quand on a soif, c'est une douleur. Quand on boit de l'eau, ça chasse la soif, le malheur, la douleur, c'est un plaisir. C'est vrai que, rappelez-vous, quand vous aviez soif, comment boire un bon grand verre d'eau est un pur plaisir.
Si on a très faim, c'est une douleur. Dès qu'on mange un morceau, on chasse la faim, c'est un plaisir. Ah. Vivre une peine d'amour, c'est une douleur. Dès qu'on retrouve une amitié, une relation, on s'en remet, c'est un plaisir. Enfin, ne pas comprendre, avoir un problème au niveau de l'esprit, c'est une douleur. Dès que l'on accède à la compréhension, c'est un plaisir. Voyons voir quelques exemples maintenant de plaisirs naturels mais non nécessaires. Vous aurez compris qu'on est dans les besoins de base, mais on upgrade, on augmente la qualité ou le luxe. Boire du jus, du vin, tout cela, c'est bien naturel, mais c'est pas nécessaire pour chasser la douleur. Manger des huîtres, du caviar, du filet mignon, donc des repas, des festins, c'est bien, c'est très bien, c'est naturel, mais c'est pas nécessaire. Dormir dans un lit de latex talalé avec une couette de duvet, plutôt que sur une paillasse par terre. Finalement, on pourrait dire que tout ce qui fait partie des besoins de la vie, mais qui atteignent un certain confort, un certain luxe, donc une augmentation au niveau du plaisir des sens, le goût, la vue, le toucher, tant que c'est naturel, eh bien, tout ça est inclus dans l'épicurisme, donc on ne se sent pas coupable de plonger dans le plaisir des sens. Toutefois, on garde une réserve à l'esprit. Du côté des plaisirs naturels mais non nécessaires, il y a un danger. On doit y aller avec modération. Modération à manger des huîtres, du caviar et faire une orgie de bouffe. Modération à boire de l'alcool. Modération à s'attacher à ce niveau de confort de son lit en latex talalé avec une couette de duvet. Parce que Épicure dit, si c'est là, si c'est à portée de ta main, qu'il y a un plateau avec ça, ce caviar à ta portée, que ton lit est confortable et douillet comme ça, profites-en. Cependant, rappelle-toi, fais l'exercice de l'épicurisme, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de ça pour ton bonheur et que si jamais la vie t'enlève tout ça parce que tu as un mauvais coup du destin ou qu'il t'arrive un malheur, eh bien, tu ne seras pas pour autant malheureux car tant que tu as de l'eau, du pain, un fruit, un ami, des plaisirs intellectuels, de l'affection, eh bien, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Par ailleurs, si on consomme trop de ça, parce que c'est tellement bon, on continue, on s'en rend malade, on peut faire une indigestion, on peut tomber dans le coma éthylique, ça n'a pas de bon sens. Alors évidemment qu'Épicure nous dit, garde ta modération, car avec ça, tu peux déborder et te nuire, te procurer une douleur. Quiconque a bu trop d'alcool et s'est ramassé la tête proche du bol de toilette dans un party avec une débarbouillette qu'on floche, eh bien, il se dit « Ah ouais, j'ai vraiment trop bu, donc un peu d'épicurisme n'aurait pas fait tort ici. » Maintenant, quels seraient les plaisirs non naturels et non nécessaires pour Épicure? Je vous donne un indice. Ce sont des plaisirs que lorsque nous satisfaisons, nous en voulons toujours plus. Lorsque nous avons la soif de ces plaisirs et que nous en avons, eh bien, on n'en a jamais assez et en fait, on a toujours de plus en plus soif. C'est donc des plaisirs qui nous amènent qui nous amènent directement au malheur car si nous désirons ces plaisirs, nous serons toujours en manque, donc toujours en soif, donc toujours en souffrance. Quels sont-ils? La recherche de gloire, la recherche de pouvoir, la recherche de richesse. Le pouvoir, on en a, on en veut plus, on n'en a jamais assez. Même chose pour la popularité. Vous avez 1000 j'aime, vous avez 1 million de j'aime à votre photo. C'est pas assez. Vous en voulez toujours plus et vous êtes toujours insatisfait parce que vous en voulez plus, même si vous êtes super plus populaire que la plupart des gens sur les réseaux sociaux. Même chose pour la richesse. Si vous désirez la richesse, oui, quand vous acquérez de l'argent, ça vous rend heureux, ça vous fait plaisir. Cependant, vous en voulez plus, et cette soif de richesse, cette soif d'argent ne fait que croître et vous pouvez plus la satisfaire jamais. Et pour Épicure, c'est là que se trouve le malheur. C'est que l'être humain ne sait pas distinguer ce qui est bon pour lui
et ce qui n'est pas bon, et il cherche éperdument ce qui n'est pas bon, donc se condamne au malheur. Il regarde dans sa société, à Athènes, les puissants, le pouvoir, les riches, etc., des pauvres malheureux de pas être riches, des puissants qui veulent être encore plus puissants, puis qu'est-ce qu'ils font pas pour se penser puissants? Eh bien, pour Épicure, tous ces gens sont malades, malades de l'âme, et devraient avoir une thérapeutique qui serait par la philosophie épicurienne. Alors on se rappelle, pour Épicure, le bonheur arrive dès qu'on a comblé les désirs naturels et nécessaires, ce qui inclut l'amitié et les plaisirs de l'intellect. Donc faut pas penser que c'est juste manger, boire, dormir, là, c'est pas les besoins de base de la pyramide là, des besoins que vous pouvez apprendre, ça déborde de ça. L'amitié est nécessaire. Pour Épicure, un être humain qui n'a pas une réelle amitié, une amitié véritable, souffre. Même chose, quelqu'un qui ne s'éveille pas, qui ne se cultive pas, qui n'est pas curieux, eh bien, il souffre, même s'il ne s'en rend pas compte, il lui manque quelque chose pour son bonheur. Pour Épicure, donc, la réflexion, la curiosité, les plaisirs de l'esprit, c'est tout aussi important que les plaisirs des sens pour lui, et c'est donc à cultiver. Alors, notre cours de philosophie, eh bien, vous, techniquement, satisfait votre plaisir intellectuel. Est-ce qu'on est dans les plaisirs à court terme? Ou est-ce que l'épicurisme peut endurer de la privation? Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait devant une situation que pour avoir un plaisir qui est plus tard, dans le futur, je me prive ou je travaille fort ou j'endure quelque chose qui est désagréable ou pénible? Eh bien, ça s'accomme tout à fait avec l'épicurisme, même que pour Épicure, il préfère une vie où nous nous priverons des plaisirs éphémères à court terme, on quitte à endurer des souffrances, quitte à souffrir un peu, comme un peu dans un entraînement exigeant ou se mettre dans une situation de privation pour que lorsque nous atteignons le plaisir, eh bien, on se procure une satisfaction encore plus grande. Renoncer à de légers plaisirs pour en savourer de plus grands. Supporter des douleurs passagères pour en éviter de plus cruelles, telle est la règle que s'imposera le sage. Alors c'est bien beau tout ça, mais formulons quand même quelques critiques à l'égard de l'épicurisme. Première critique, c'est la difficulté à déterminer clairement ce qui est naturel de ce qui ne l'est pas. Par exemple, les technologies, sont-elles naturelles? Tout ça est fait à base de la nature, mais on est d'accord que c'est pas la nature. En fait, si l'humain est la nature, c'est la nature qui fait la technologie, donc en ce sens-là, la technologie est naturelle. Mais en même temps, on s'entend que c'est pas la Terre, c'est juste l'humain qui fait la technologie. Est-elle naturelle ou pas naturelle? L'épicurisme ne nous donne pas tellement d'indications pour savoir. Et tout ça est assez important parce que qu'est-ce qui reste bien de naturel dans nos environnements de vie qui, pour la plupart, sont urbains, industriels, high-tech? Où est la nature en nous, autour de nous? On est de plus en plus traversé par des artefacts, nos constructions, que ce soit des constructions techniques ou technologiques. Eh bien, c'est dur aujourd'hui pour un humain au 21e siècle de bien départager ce qui est naturel, ce qui ne l'est pas. C'est presque une question qui est plus d'actualité. Donc, le critère de dire ceci est naturel, c'est bon, ceci n'est pas naturel, ce n'est pas bon, c'est difficile à appliquer pour nous. On est capable de comprendre cependant que il y a des éléments nécessaires pour notre survie et qui sont agréables à nos sens et qui ne sont sans danger. Et dans le fond, quand on veut appliquer l'épicurisme aujourd'hui, on se demande, est-ce que ça, c'est sans danger? Est-ce que ça comporte un certain danger, mais si je modère, il n'y a pas de problème? Et est-ce que c'est une soif
infinies comme le pouvoir, la richesse, la gloire, ça c'est encore vraiment beaucoup d'actualité, soit dit en passant. On s'entendra que c'est pas nécessaire naturellement à notre bonheur, du moins quand on est dans une conception épicurienne. Épicure nous dirait probablement de ramener de la nature au cœur de nos milieux de vie. Il a probablement raison, on souffre d'être privé, de n'être plus en contact avec la nature quand ça arrive, quand on est trop longtemps juste dans le béton, dans la pollution, le bruit, etc. Eh bien oui, on peut en ramener, mais est-ce que tout pour autant est mauvais parce qu'on n'est pas dans une vie naturelle? Matière à discussion ici. On ramène la même question que pour le stoïcisme. On pensait que c'était le plaisir, la jouissance, tout ça. Pas vraiment. On peut l'avoir, on peut en jouir, on peut jouir du plaisir des sens sans culpabilité pour Épicure. Cependant, lui, ce qu'il appelle le bonheur, si tu manges de l'eau, si tu bois de l'eau, puis que t'as du pain, puis un petit fruit, puis un petit poisson, là, puis que t'as une petite paillasse pour dormir, puis que t'as un petit ami, là, ben tout est correct pour être heureux. Donc, ça soulève des problématiques au niveau des inégalités sociales, économiques, parce que est-ce que ça veut dire que finalement, les pauvres, ben dans le fond, il n'en tient qu'à eux d'être heureux, ils ont-tu ni chaud ni froid, là, c'est-à-dire dans leur maison, puis ils ont-tu de l'eau, puis ils ont-tu du pain? Ouais. Donc, la question du pauvre qui a accès au bonheur comme ça, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand on s'engage dans la conscience sociale, des inégalités sociales, et on voit que y a de l'injustice. Donc, est-ce que juste le fait de ne pas souffrir de soif, de faim, est suffisant ici? Est-ce que c'est vrai qu'on peut atteindre des plaisirs intellectuels, des plaisirs d'amitié, et que ça, c'est suffisant, même si on n'est pas riche? C'est possible, en fait, on voit des gens qui trouvent le moyen de se constituer, de se composer une vie heureuse, même sans être bien riche, en ayant un ami, des livres et combler les besoins de base. On s'entend que le bonheur est comme assez de base, et c'est comme si quand on ressent pas de douleur, eh bien on a le bonheur. D'autres écoles, une autre école qu'on verra plus tard, l'hédonisme, avec Aristippe, va dire « l'épicurisme sont pas assez wild eux autres. » Ça marche pas. Ils se contentent de l'anesthésie. Ils sentent rien puis ils disent qu'ils sont heureux. Fait qu'ils disent, c'est sûr que de ne pas avoir de douleur, c'est le premier pas vers le bonheur, mais c'est le premier parce qu'il reste la culture de la jouissance. Alors que pour Épicure, c'est pas nécessaire. On peut y aller, on peut le cueillir, cueille la jouissance quand elle passe, cueille le plaisir, mais ça ne vient pas jouer dans ton bonheur, dans ton état de bonheur pour Épicure. C'est donc une critique qu'on peut formuler à l'épicurisme. Dans quelle situation l'épicurisme est-il adapté? Eh bien, si on veut vivre une vie longue et heureuse, en profitant des plaisirs naturels qui sont satisfaisants. Si on veut être heureux sans être riche, populaire ou puissant, parce que c'est pas toujours accessible, eh bien, l'épicurisme permet d'apprécier une vie simple et accessible à tous. Donc, avec l'épicurisme, si jamais on n'a pas la chance, si c'est ce qu'on veut, mais si on n'a pas la chance d'avoir tout ça, eh bien, on peut quand même apprécier la vie en profitant de ce qui nous est donné, de l'absence de douleur, de l'ataraxie, on aura au moins la paix de l'âme. L'épicurisme est intéressant pour quelqu'un qui veut découvrir et cultiver les plaisirs sensuels, donc les plaisirs des sens, sans culpabilité. Quelqu'un qui veut découvrir et cultiver les plaisirs intellectuels, qui réfléchit, qui est curieux pour le plaisir, là, pas parce qu'il est obligé dans un examen là, ou dans son programme, là, parce que c'est plaisant, parce que c'est agréable. L'épicurisme est aussi une sagesse, un art de vivre qui nous encourage à cultiver des amitiés véritables. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, ça peut être assez difficile. Pour ne plus avoir peur de la mort ou avoir peur des dieux, si cela vous concerne. Eh bien, l'épicurisme est une philosophie qui est bonne à mettre dans son baluchon philosophique que vous pourrez trimballer avec vous toute votre vie. En quoi l'épicurisme serait-il actuel, en plus de répondre à plusieurs besoins aujourd'hui encore? Eh bien, ici on ramenait l'école dans le jardin. Si on ramenait l'éducation, l'enseignement au jardin comme faisait Épicure.
Regardez ces environnements qui sont une cour d'école parmi tant d'autres. On voit la zone des enfants. On voit qu'il y a bien des humains dans cet environnement d'asphalte et de clôture frost. Eh bien, juste pour vous dire, cette cour d'école, elle est à Sherbrooke. C'est la cour de l'école Larocque avant 2019, en fait. Et voici ce que ça a l'air aujourd'hui. Donc, un peu partout au Québec, dans le monde, tout ça d'ailleurs a commencé en Californie, dans les écoles de la Silicon Valley, pas mal, c'est de faire des cours d'école avec plein de nature pour justement retrouver tous les bienfaits de la beauté, tous les bienfaits thérapeutiques de l'accès à la nature, et aussi sachant que être dehors, ça favorise l'attention, ça favorise l'apprentissage. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne nous distrait pas. Au contraire, c'est un environnement très favorable à la découverte, à l'apprentissage, et certainement que ça fait du bien à tous. Donc, quand on ramène la nature dans l'école, dans la cour d'école, quand on ramène l'école dans le jardin finalement, eh bien, on se situe en droite ligne avec une conception épicurienne de la vie. Pour aller plus loin, consultez la lettre à Ménécée d'Épicure.